On va parler de mixité dans l'e-sport. C'est un thème qui a été abordé dans l'étude du CIC e-sport 2025 avec Harris Interactive, évidemment. On a 26% des personnes interrogées qui affirment que c'est un monde d'hommes uniquement. Donc une perception bien qu'en recul qui montre qu'il y a encore beaucoup de choses à changer et un travail à mener sur le sujet. L'e-sport féminin, bien qu'il soit en évolution, il fait encore face à de nombreux obstacles. Les personnes interrogées s'accordent à dire que les initiatives suivantes pourraient être ou sont de très bonnes idées. On a 57% des personnes interrogées qui estiment que l'égalité des cash prizes entre les hommes et les femmes serait un levier fort, évidemment, pour encourager les joueuses à s'investir dans les compétitions. 43% qui insistent sur l'importance de l'investissement financier des sponsors, donc forcément une condition essentielle pour structurer durablement la scène féminine professionnelle, et 42% qui soulignent la nécessité de créer davantage de contenu autour de l'e-sport féminin, donner de la visibilité, créer des rôles modèles et évidemment changer les mentalités. Donc quels sont les axes prioritaires pour accélérer le développement et favoriser l'émergence de futures championnes? Comment est-ce que chacun d'entre nous, clubs, éditeurs, organisateurs, médias, personnalités influentes, avons-nous un rôle à jouer? C'est ce dont nous allons parler dans la prochaine table ronde, en présence de Marie Palot, journaliste et animatrice TV, Yume, host et créatrice de contenu, Bertrand Amar, Head of e-sport de Webedia, moi-même, et évidemment Anthony Morel qui va modérer la table ronde. Bonjour. Bonjour. C'est reparti. Mesdames, messieurs, bonjour. Salut. Voilà, très bonne introduction par Laure, évidemment. Gros sujet, évidemment, que celui de la féminisation de l'e-sport. L'e-sport qui grandit, qui se professionnalise, mais qui reste, j'allais dire, un chemin semé d'embûches, voire parfois miné pour les talents féminins. On va essayer de s'interroger et de savoir pourquoi. Mais il y avait ce chiffre. En plus, alors je n'ai pas trouvé de chiffre plus récent, il doit dater d'il y a 2 ou 3 ans, mais je pense que la tendance n'a pas forcément beaucoup évolué. Quand on regarde, en France, les femmes représentent 47% des joueurs de jeux vidéo. Donc c'est quasiment la parité, on est à presque 50-50. Mais sur la scène e-sport française, elles sont seulement 6%. Donc il y a un sujet de sous-représentation qui est assez évident. À quoi est-ce que c'est dû? Est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est lié à la toxicité de certaines communautés en ligne qui va dissuader même les joueuses les plus aguerries et les plus motivées? Est-ce que c'est l'écosystème qui effectivement ne fait pas assez d'efforts, que ce soit les diffuseurs, les équipes? On va avoir l'occasion d'en parler. On sent quand même qu'on va vers le mieux, vers le positif, en tout cas en discutant avec les uns et les autres pour préparer la table ronde, c'est ce que j'ai cru comprendre. On va voir qu'on a des initiatives qui se multiplient, on a des ligues féminines, on a des ambassadrices aussi, des rôles modèles, on en a quelques-unes autour de la table qui sont là et qui ont évidemment une grande importance. Comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça? Comment on peut aller de l'avant et aller dans le bon sens pour faire émerger les championnes de demain? Eh bien, on va commencer à en discuter. Alors, peut-être commencer par le constat. Je donnais ce chiffre, 50% à peu près de gameuses et puis 6% dans la représentation e-sport. À quoi est-ce que c'est dû? Peut-être un petit tour de table là-dessus, sur cette question. Comment est-ce qu'on explique, c'est quoi les plus gros freins aujourd'hui à la représentation des femmes dans l'e-sport? Je commence du coup. Ok. Vas-y. Déjà, je pense que pendant longtemps, beaucoup ont cru que l'e-sport n'était pas forcément mixte, que plein de ligues ne sont pas forcément mixtes, et plein de joueuses se sont peut-être fermées les portes un petit peu d'elles-mêmes au final. Et après, il y a toute une question d'éducation, malheureusement aussi de harcèlement en ligne. Beaucoup, on en voit énormément, même sur des annonces des fois de joueuses. Donc, je pense que c'est un grand panel qu'on va décortiquer là. L'éducation, alors c'est un sujet qui est intéressant. Je me demandais, est-ce que c'est encore vrai? C'est-à-dire générationnellement, je pense Bertrand, moi aussi, nos générations, il y avait ce truc-là où effectivement, à Noël, tu avais la console de jeu et ta petite sœur ou ta cousine, jamais elle aurait eu une console de jeu. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la Switch, c'est un truc, les gars, les filles, ils ont une Switch, quoi. Il n'y a plus vraiment de sujet là-dessus. C'est encore un sujet, l'éducation. On va peut-être Yume, Laure et puis Bertrand. Bonjour, je suis Yume. Marie, oui. Yume Marie. Oui, Marie Yume, oui, c'est ça. Ouais. Vas-y. Je pense qu'il y a encore une petite couche de facteurs exogènes, d'éducation, de croire qu'on va offrir une console à un garçon et qu'une petite fille va plutôt jouer à la poupée, même si je pense que c'est beaucoup plus mineur qu'avant. Maintenant, je pense qu'il y a une vraie question de représentation.
et de véritable importance de création de ligues inclusives qui permettent aussi à des femmes de devenir des rôles modèles, de devenir des exemples de réussite dans un écosystème qui a l'air à première vue plutôt masculin et qui donneront envie aux joueuses de demain, potentielles championnes, d'avoir envie de prendre la manette, d'avoir envie de jouer au PC et d'accéder à une carrière. Je pense qu'il y a un vrai souci maintenant de représentation, mais on est en plein dedans, il y a des efforts qui sont faits. On va en parler, effectivement. Laure, un mot là-dessus, je te voyais acquiescer. Je suis complètement d'accord avec Marie sur le sujet, que ce soit d'un côté compétitif ou même de jeux vidéo de façon générale. Plus les femmes et jeunes femmes voient qu'il y a de joueuses, plus forcément ça va donner envie à d'autres de tenter l'aventure. Je pense que c'est un effet qu'on a vu avec le jeu vidéo de façon générale. Peut-être qu'il y avait moins de jeunes filles qui jouaient aux jeux vidéo à l'époque où j'étais petite. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vu que ça s'est plus démocratisé, c'est moins tabou, on est moins jugé quand on joue aux jeux vidéo, en tout cas j'imagine, quand on est une jeune femme aujourd'hui que dans les années 90 quand j'ai grandi. Et c'est un effet qu'on voit effectivement aussi dans les compétitions, puisque de plus en plus de compétitions féminines, de plus en plus de compétitions féminines qui sont créées à la même valeur que les compétitions qui sont mixtes. Mais je dis mixtes parce qu'elles le sont, mais aujourd'hui c'est exclusivement masculin. Alors, des fois elles le sont. Mais... Oui, voilà, elles le sont, mais dans les faits, on pourrait évidemment accueillir des jeunes femmes dans ces compétitions. Et je pense que oui, c'est en démultipliant ces occasions-là, en montrant plus il y a de joueuses, plus il y aura de joueuses qui vont arriver. De la même façon que quand j'ai commencé en tant que commentatrice et animatrice, on était très peu, et aujourd'hui, on pourrait faire des tables entières de personnes et de créatrices de contenu. Donc, continuer, oui, ce genre d'initiative, et je pense que c'est ce qui va pousser, en tout cas, à ce qu'on soit plus nombreuses. Ça évolue, mais c'est clairement pas fini. Ça évolue, Bertrand, t'as l'impression que ça va plutôt dans le bon sens ? Oui, très clairement, ça va dans le bon sens. Mais pour répondre à ta question sur le fait que 47% des joueurs sont des joueuses, ça, c'est des chiffres qui arrangent l'industrie. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui jouent, beaucoup plus chaque année. Pour autant, elles ne jouent pas toutes au même jeu que les garçons. Il ne faut pas se mentir. Et sur les jeux compétitifs, il y a quand même encore plus de garçons que de filles qui jouent. Et l'e-sport, c'est le haut de la pyramide. Donc c'est mécanique. Si à la base de la pyramide, il y a plus de garçons, plus on monte, moins il y aura de filles. Ce qui est vrai aussi, c'est que comme les filles sont de plus en plus nombreuses à jouer aux jeux vidéo, elles sont plus représentées sur les jeux récents. On l'a vu sur Valorant, qui est un jeu qui est sorti il y a 5 ans, il y a tout de suite eu beaucoup de filles dessus. Ouais. Là où sur LoL, qui est un jeu qui a 15 ans, c'est plus les garçons qui étaient sur le jeu au départ. Donc je pense que la scène e-sport féminine, elle évolue, notamment sur les nouveaux jeux. Plus les scènes sont récentes, plus en fait on constate que la proportion de femmes est importante. C'est vrai que Valorant, c'est l'exemple qui est revenu à chaque fois que j'ai discuté avec les uns et les autres. C'est-à-dire vraiment, c'est le jeu qui revient comme étant le plus féminisé aujourd'hui. Et alors avec un petit paradoxe, parce que je voulais qu'on parle de justement la toxicité, des problèmes de harcèlement, c'est un énorme sujet évidemment. Et le harcèlement, il passe par les systèmes de chat. Et Valorant, c'est un chat vocal, ce qui est assez bizarre, parce que pour le coup, là, au niveau harcèlement, on peut pas faire mieux. Comment est-ce que vous expliquez ça? Parce que vous m'avez expliqué que les filles, alors ça, c'est un truc que j'ai appris aussi, on parle de stratégie d'évitement, mais là, on est vraiment en plein dedans, pour ne pas se faire embêter, utilisaient une sorte de synthétiseur vocal pour se faire passer pour un garçon. Je crois que Laure, tu l'as fait il y a quelques années. Quelques années, on va dire ça. Avant Valorant, pour le coup. Mais... Ouais, alors c'était à l'époque où j'avais 12-13 ans, je jouais à Halo, et effectivement c'était l'époque où puberté, garçon comme fille, où j'avais pas besoin de modifier ma voix, mais à partir du moment où les garçons commençaient à changer de voix, j'ai vu un changement d'attitude, même avec des personnes qui jouaient avec moi depuis 6 mois, 9 mois, 1 an, qui ne savaient pas forcément que j'étais une femme. C'est sûr que j'ai pas forcément un truc dont j'avais parlé, mais j'avais été obligée de changer ma voix justement pour continuer à m'amuser dans le même cadre et sans surtout avoir à me justifier en fait. Je pense que c'était surtout par rapport à ça. Et aujourd'hui, quand on regarde Valorant, forcément, qui fonctionne avec un système vocal, etc., je me demande si les joueuses ont recours à ça. Je sais qu'en tout cas, une des premières sources de harcèlement vient évidemment du fait que quand on entend dans le vocal qu'il y a une femme qui joue dans le lobby, généralement, ça déplaît. Ouais, mais l'avantage, entre guillemets, c'est que j'ai l'impression que ces pratiques-là sont dénoncées massivement,
mise en avant par les créatrices, soutenue par les joueurs, soutenue par des organisations, soutenue par l'éditeur. Et moi, ce qui est important, c'est justement de voir ces campagnes contre le harcèlement, ces campagnes contre la discrimination se démultiplier de la part des acteurs du milieu et des éditeurs. Parce que oui, effectivement, c'est une première barrière. Si dès qu'on ouvre la bouche, on ne se sent pas la bienvenue, forcément, ça ne va pas aider vos jeunes filles. C'est hyper dissuasif, évidemment. Marie, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Moi, j'avais vécu le scénario inverse. Je jouais à Wild Rift, qui est la version mobile de LoL, avec mon conjoint, qui du coup a un niveau gold, on va pas se mentir, dont on est à peu près le même niveau. Et il avait pris un pseudo féminin. Il avait pris le nom de notre chat. Et il se faisait harceler dans le lobby. Ah oui, c'est ça. Pas pour ses performances absolument désastreuses avec son Zilean, mais juste pour le pseudo, parce qu'il partait du principe que c'était une femme. Moi, j'avais un pseudo bien guerrier, bien warrior, et lui, il avait un pseudo très féminin, alors que c'était un garçon, il n'y avait pas besoin de chat vocal, ne serait-ce qu'à l'écrit, ça suffisait. Ah, et donc là aussi, stratégie d'évitement, c'est je choisis un pseudo neutre ou masculin pour pas être trop embêté dans le chat. Tu voulais ajouter un truc peut-être ? Tout a été dit. Tout a été dit. Bon, très bien. Bon, alors voilà, on a parlé là du négatif, et il fallait bien faire le constat évidemment, sur les initiatives, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont assez intéressantes, notamment alors, cette idée de compétition et de ligue complètement féminine, donc vous le rappeliez les unes et les autres, par défaut, même si on ne le sait pas toujours ou on l'oublie, les compétitions sont mixtes. Bon, dans les faits, c'est quand même relativement rare. Pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas cette mixité, là? Qui veut répondre à ça? Je peux peut-être. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce qui fait que ça manque de mixité? Du coup, il y a un manque de visibilité des joueuses. Et on a vu, quand il y a eu la création de plusieurs ligues féminines, etc., que beaucoup ont réagi en disant « mais du coup, on sépare vraiment les hommes et les femmes, et du coup, jamais il n'y aura de mixité ». Alors qu'au final, la Ligue féminine sert à apporter une visibilité qui va permettre d'apporter une vraie mixité naturelle et authentique dans le milieu. On a vu par exemple Colombe qui a fait des try-outs pour la Carmine Corp cette année, pour la Division 2, qui est une ligue mixte dans laquelle il n'y a pas encore de femmes. Elle n'a pas atteint le niveau voulu, mais elle a passé des try-outs et c'était presque une première en France. Donc on voit qu'elle est issue de Ligue féminine. Ça lui apporte la visibilité et le tremplin dont elle avait besoin finalement. Donc, est-ce que, alors je vais poser la question qui fâche, puis comme ça on va l'évacuer. Est-ce que c'est une question de niveau? Voilà. Est-ce que c'est une question de niveau? Laure, je te pose la question, toi qui es au contact des équipes de plus haut niveau sur LoL, donc tu vois tous les joueurs top level, est-ce qu'il y a des filles aujourd'hui qui ont ce niveau-là? Alors, moi, quelque chose que j'ai constaté sur le sujet, je vais parler de Keltis notamment, parce qu'on parlait de Colombe, le Keltis, qui est donc son aide Carry sur League of Legends, elle a joué dans une ligue mixte. Elle est restée 4 ou 5 semaines avant d'être jetée par l'équipe, en fait, tout simplement. Et moi, une question que j'avais posée à des coachs, à des managers d'équipe, c'est si demain, on vous donne une joueuse et un joueur qui ont exactement le même niveau, qui est-ce que vous allez prendre? La plupart m'auraient, en tout cas à l'époque, répondu le joueur. Pourquoi? Parce que plus facile à intégrer avec les garçons. Et pour moi, le problème, il vient de là, en fait. C'est qu'on crée une barrière directement, puisque les joueurs n'ont pas l'habitude d'être avec des jeunes femmes. Donc, on n'a pas envie de rajouter une couche supplémentaire de difficulté, comme eux l'appellent, justement pour intégrer la jeune femme à une équipe. Alors que pour moi, ça ne devrait pas être un problème. Et quand je vois le problème qu'il y a eu avec Keltis, en fait, c'est ça, elle a complètement le niveau. C'est une joueuse qui est vraiment douée, qui est vraiment douée sur le jeu, qui a eu des opportunités, qui j'espère l'aura beaucoup, mais qui a été mise sur le côté parce que voilà, compliqué d'avoir une joueuse qui va évoluer avec des garçons. Alors ça, dû au fait que, pour répondre à ta question, Anthony, il y a moins de joueuses qu'il y a de joueurs, mais des joueuses de haut niveau, des joueuses qui sont aujourd'hui capables de jouer, que ce soit en seconde division, comme pourrait le faire Colombe, ou potentiellement en LFL par la suite, ou d'autres ERL, donc les ERL qui sont les ligues secondaires de League of Legends, donc par pays. Moi, j'ai l'espoir que oui, les filles, je les vois jouer. Ouais. Mais je pense qu'il y a une barrière du fait qu'on n'a pas l'habitude, que ça prendrait du temps, qu'il y a des besoins de résultats du côté des équipes, et que malheureusement aujourd'hui, je pense que les équipes qui sont prêtes à faire ce pari, mais qui devrait être quelque chose de normal, il y en a très peu qui sont prêts à le faire. Est-ce que les ligues féminines, justement, ça peut avoir un rôle
positif dans le fait d'amener les filles jusqu'au plus haut niveau. Toi, par exemple, Yumé, tu travailles à l'e-spot d'ailleurs. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Echoes of the Rift, ce tu peux nous en parler? Voilà. Oui, il y a Echoes of the Rift ce week-end, donc une LAN féminine amateur, féminine et genre marginalisée, qui aura lieu du coup sur 2 jours avec plusieurs équipes qui vont s'affronter, que j'aurai l'honneur de host. Et j'ai aussi créé ma propre équipe pour cette LAN. Voilà, donc, et donc c'est quoi alors? Explique-nous un petit peu le concept. C'est vraiment les joueuses qui se réunissent et qui vont jouer les unes contre les autres pendant tout un arbre de tournoi sur 2 jours. Qu'auront l'occasion de jouer sur scène, donc c'est aussi leur offrir l'expérience de la scène, qu'auront l'occasion d'être interviewés aussi, d'être cast par un crew, tout ce qu'il y a de plus professionnel. Donc, ça, c'est des initiatives intéressantes et on voit que c'est en train de se multiplier. Je me tourne vers toi aussi, Bertrand. On a comment ça s'appelle, la Coupe des Étoiles. Coupe des Étoiles, hyper intéressant parce que pour le coup, on est sur un événement qui est en ouverture de la Paris Games Week, c'est quand même pas rien. On a une compétition 100% féminine. Et qui fait un carton. Oui, effectivement, tu le rappelais, l'e-sport par définition est mixte, et c'est vrai qu'il n'y a aucune capacité qui diffère un garçon d'une fille dans un jeu. C'est pas comme dans un sport physique, il n'y a pas de différence physique. Donc il n'y a aucune raison sur le principe que dans quelques années, on n'ait pas des scènes complètement mixtes. Je rappelle que quand même, il y a des exemples de mixité. Chez Vitality, la première saison de Rainbow Six, il y avait une joueuse dans l'équipe, et si ma mémoire est bonne, ils ont été l'équivalent de champion du monde à l'époque, à l'époque où la scène compétitive se déroulait sur Xbox encore, mais voilà, Liloum qui était devenu ensuite coach du jeu. Donc c'était un jeu récent. Une fois de plus, au départ, il y a quasiment il y a tous les joueurs qui sont dans la scène compétitive. Mais plus on monte dans la pyramide, plus le jeu est vieux, plus la compétition est dure en haut, et donc il faut créer des scènes féminines, non pas comme une finalité en soi, parce que le but c'est que ce soit temporaire, que ce soit juste pour donner des terrains d'expression aux équipes féminines, leur permettre de jouer des compétitions régulièrement, leur permettre de monter en niveau, et puis l'étape suivante après les équipes, les compétitions féminines, c'est les compétitions mixtes. L'année dernière, on a innové pour la première fois avec Spotlight Series, qui était une compétition sur Valorant, avec une mixité imposée. C'est-à-dire qu'en fait, pour participer à cette compétition, il fallait avoir un roster féminin et un roster, on va dire, mixte, mais de fait masculin, et mixer les deux en ayant 3 joueurs, 2 joueuses ou 3 joueuses, 2 joueurs, mais en tout cas en faisant une équipe réellement mixte. Et là, on a vu que le niveau était là. Et en fait, quand on provoque cette mixité, c'est comme ça qu'on monte, qu'on crante le niveau de la scène féminine pour arriver à terme, je l'espère, le plus vite possible, à des scènes qui soient réellement mixtes. Et il y a des jeux qui le sont. Ouais. Il y a des jeux qui sont, on pourra en reparler plus tard. On va en parler dans une seconde, mais je voulais avoir l'avis de Marie là-dessus justement, et de toutes les 3 d'ailleurs, rebondir sur ce que disait Bertrand. Est-ce que c'est ça vraiment l'objectif? C'est avoir des ligues féminines, c'est très bien, mais c'est un premier pas pour aller vers la mixité si on se projette dans 5, 10, 15 ans, j'en sais rien. Mais l'objectif final, ça reste ça aujourd'hui? En fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les ligues, on l'a dit, elles sont mixtes par défaut. Avoir une ligue féminine, ça permet de propulser, en termes de représentation, déjà, de créer des rôles modèles, de pouvoir donner envie à d'autres femmes, à d'autres petites filles de se lancer. Et puis aussi pour les clubs qui sont actuellement à la recherche d'un talent, d'un in-game leader, d'un bot sur League of Legends, de pur talent, ils vont aussi aller piocher dans ces ligues-là. Okay. Parce qu'elles ont de la visibilité, parce qu'elles sont habituées, ça y est, au compétitif. Et c'est hyper important. Il y a quelque chose aussi que Laure a dit tout à l'heure et qui est une réalité. Vraiment à talent pur égal entre un homme et une femme, un club va préférer un garçon parce que intégrer une fille, ça nécessite des ressources supplémentaires, et ça, les clubs en sont parfaitement conscients. Aujourd'hui, une fille qui intègre un roster de la LEC, donc la ligue des champions de League of Legends, il va falloir quand même éduquer le roster initialement masculin. Mais pourquoi? C'est pas des animaux non plus, ils savent. Non, mais il y a une réalité. Ils en sont très conscients et ils le disent et ils l'assument, et c'est presque vertueux, et ça pourrait presque donner un effet pervers à trop vouloir bien faire. On dirait que c'est de la misogynie intégrée de penser qu'une femme peut pas arriver tout de suite dans un roster masculin. Mais c'est une réalité de devoir éduquer,
même s'ils le sont, faut repasser par là, de ok, il y a une femme qui va arriver, elle va être dans l'équipe, etc. Et ça, ils en sont conscients. Vous inquiétez pas les gars, il y a une fille qui arrive. Oh là. Ce genre, ils savent que ça va être des ressources nécessaires, du staff nécessaire, une éducation nécessaire, et je trouve que c'est hyper positif de se l'admettre aujourd'hui. On parlait des jeux qui deviennent de plus en plus mixtes, les jeux récents en tout cas. Donc Valorant, c'est un très bon exemple. Il y en a un autre dont tu voulais parler, Bertrand, alors que tu connais bien. J'allais dire, il y a presque un conflit d'intérêt parce que tu connais très très bien le jeu, c'est Eva. Ah oui, du coup, je peux bien en parler, puisque effectivement, c'est un jeu que je connais très bien. Eva, qui est donc un jeu en réalité virtuelle, qui se joue sur des terrains physiques de 500 mètres carrés. On aura le cofondateur tout à l'heure. Et c'est un jeu qui est effectivement récent et sur lequel la scène féminine est très développée. Plus que la scène féminine, la scène mixte. En 2023, à la Paris Games Week, sur les 4 équipes qui étaient demi-finalistes de la Coupe de France, donc vraiment le plus haut niveau, il y avait 3 équipes mixtes. Et cette année, on organise la Ligue 1 du jeu Eva. Les playoffs, c'était ce dimanche. Et l'équipe qui a remporté, donc qui est championne de France, et il y a 2000 joueurs licenciés dans des clubs, dans des structures amateurs, mais il y a quand même 2000 joueurs qui participent à la compétition en France. L'équipe qui a remporté, la meilleure équipe de France, c'est une équipe mixte. Voilà. Donc on voit, alors là, je disais qu'il n'y a pas de différence physique, là c'est un jeu quand même assez physique. Ouais, pour le coup. Ouais. Donc les filles peuvent être avantagées, elles peuvent se déplacer peut-être plus rapidement sur la map, elles sont souvent de taille, elles sont souvent moins grandes que les garçons, donc du coup leur personnage est moins grand, donc c'est presque un avantage presque sur ce jeu d'intégrer des filles dans son équipe, et la preuve c'est que l'équipe championne de France est une équipe mixte. Donc moi j'ai vraiment beaucoup d'espoir. De toute façon, tout ce qu'on se dit là, c'est le constat qu'on fait, c'est que les choses elles évoluent, c'est pas de la théorie, elles évoluent dans le bon vraiment sens. Dans le bon sens. La Coupe des Étoiles, effectivement, il y a 3 ans, ça n'existait pas. Et quand on l'a lancé, on a dit mais ça marchera pas. Et le fait de créer une compétition donne envie aux équipes qui se posaient la question de créer des équipes féminines, parce qu'il faut des compétitions pour pouvoir créer des équipes. Et donc tout ça, ça change. Et en fait, ça change hyper vite. Donc on a vraiment un écosystème favorable, sans renier évidemment les problèmes de toxicité qui sont pas inhérentes à l'écosystème e-sport, parce que je pense que dans l'écosystème e-sport, c'est plus dans le jeu à la base, vraiment dans les millions de joueurs sur les chats publics, le truc c'est que tu as un rapport, t'as une relation directe avec la personne. C'est quand même la porte d'entrée pour les filles, et c'est vrai que si la première partie qu'elles lancent, elles se font harceler, elles n'ont pas envie de devenir pro, quoi. C'est clair. Alors justement, si on faisait une petite checklist de qui doit faire quoi pour améliorer les choses, petit tour de l'écosystème e-sport. Les équipes, on peut y revenir, mais on en a quand même pas mal parlé. Mais tiens, les éditeurs, par exemple, les éditeurs de jeux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait pour améliorer la situation? Est-ce que c'est justement mieux lutter contre le harcèlement? J'ai l'impression que c'est un problème insoluble. On en parle depuis des années et des années, et finalement, tu peux faire tout ce que tu veux, il y a quand même du harcèlement. Est-ce qu'il y a des solutions à ton avis? Est-ce qu'il y a des solutions? Ça, je ne suis pas sûre, mais c'est sûr que pour tout ce qui est modération, pour les chats, qu'ils soient vocaux ou écrits, il faut parfois mettre un petit peu les bouchées doubles. Parce que, sur les punitions, même sur les sanctions. Tout à fait, voilà, la modération, vraiment, je pense que ça manque de sanctions beaucoup de fois. Mais sinon, les éditeurs, je ne suis pas sûre, au-delà de ça, du moins pour les joueuses compétitrices, qui puissent faire plus que ça. Enfin, Alors, tu penses qu'ils ont un rôle à jouer, les éditeurs? Je pense que tout le monde a un rôle à jouer, les éditeurs en premier, parce qu'avec la construction de l'e-sport, ils ont forcément énormément la main mise sur la compétition, ceux qui voient le jour et non. Et moi, quand je regarde par exemple les compétitions à l'ESWC de Counter-Strike, à l'époque de la Paris Games Week, il y a 10 ou 15 ans maintenant, il y avait des compétitions d'hommes, il y avait des compétitions féminines aussi. Exactement. Et le souci que je voyais à ces compétitions, c'est qu'on avait la grande compétition sur la grande scène, etc. La compétition féminine était un petit peu en marge de ça. L'évolution que je vois aujourd'hui, par exemple, si je peux citer Riot Games avec ce qu'ils ont fait sur Game Changers, sur Valorant, c'est qu'on a une compétition où les femmes se sentent autant considérées que les garçons sur les VCT. Et je pense que c'est quelque chose qui a contribué à motiver plus de jeunes femmes, mais aussi à faire en sorte que la compétition marche, parce que du jour au lendemain, si on met les mêmes moyens de production sur une compétition féminine et qu'on met tous les mêmes moyens pour que les femmes se sentent autant accueillies que les hommes sur leur compétition, ça légitimise la compétition, les femmes se sentent plus à l'aise, elles se sentent reconnues, ça donne envie à aussi d'autres joueuses de se dire « j'ai envie de tenter cette expérience, moi aussi je veux ressentir ça, ces moments sur scène, pouvoir soulever un trophée, faire une interview, avoir quelqu'un qui commente ma partie comme une compétition classique ». Donc pour moi, les éditeurs ont un rôle à jouer là-dessus,
en donnant une légitimité aux compétitions qu'ils doivent donc créer, qui soit la même que les compétitions qui existent déjà, qui sont encore une fois mixtes. Mais, alors c'est le rôle des éditeurs, mais c'est aussi le rôle des diffuseurs et des organisateurs d'événements. Alors je me tourne vers Bertrand aussi, hein. Chez Webedia, vous avez un rôle de ce point de vue-là. Alors je pose une autre question qui fâche, mais est-ce qu'il y a un marché pour ça, autant qu'il y a un marché pour l'e-sport masculin? Est-ce qu'il y a une différence? Toi, voilà, c'est une entreprise, hein, Webedia, il faut qu'elle fasse du chiffre, il faut qu'elle génère de l'argent. Donc, tu ne vas pas organiser des compétitions juste pour faire plaisir. Est-ce que tu constates que le marché pour une compétition féminine va attirer autant de viewers que pour une compétition masculine? Alors, pas encore autant de viewers, quoique sur la Coupe des Étoiles, parce que justement on a décidé de la mettre en avant, de lui donner le meilleur créneau d'exposition en ouverture de la Paris Games Week et la seule soirée de la Paris Games Week, hein, puisque la Paris Games Week, jusqu'à l'année dernière, sans spoiler le programme de cette année, ferme relativement tôt. Ouais. Donc on a voulu mettre justement la scène féminine en avant en lui donnant cette meilleure exposition pour l'audience en streaming, puisqu'on sait que le soir, il y a la plus d'audience. Donc oui, on a fait des audiences qui étaient supérieures à ce qu'on attendait. C'est pas encore le niveau de la LFL, évidemment, mais en tout cas, c'est bien au-delà que même les ligues premières dans d'autres pays, que l'équivalent de la LFL dans d'autres pays. Donc oui, pour te répondre, il y a un marché. Oui, effectivement, tout le monde doit faire des efforts, tout le monde doit mettre sa pierre et contribuer, les éditeurs en premier, les équipes e-sport pour créer des structures, les organisateurs pour investir, parce que quand on lance une compétition, on sait qu'on va dépenser de l'argent, on annonce la compète, et puis après, notre rôle, c'est déjà de perdre le moins d'argent possible, et peut-être dans le meilleur des cas, d'en gagner. Mais on prend un risque. Ben, on doit tous prendre ce risque, et les marques aussi. Les sponsors doivent aussi contribuer en soutenant cette scène, en venant sponsoriser les équipes féminines, en venant sponsoriser les joueuses, en venant sponsoriser les compétitions, évidemment, puisqu'on est dans un écosystème qui fonctionne très majoritairement par les sponsors. Et j'en profite d'ailleurs d'être ici pour remercier le CIC, qui est vraiment un partenaire important de la scène e-sportive française. Donc oui, tout le monde doit jouer son rôle, et ainsi, ben, on aura des compétitions qui seront plus profitables. Du coup, les équipes vont plus investir dans les équipes, elles vont pouvoir mieux payer les joueuses, et c'est comme ça qu'on crée un écosystème professionnel. Ouais. Marie, en préparant la table ronde, tu m'avais donné un exemple hyper intéressant sur cette question de la visibilité. Tu me disais un bon exemple, c'était Kameto qui commente les parties féminines, ouais. Enfin de l'équipe féminine de la Carmine. Ça, c'est ce genre d'initiative, en fait, c'est hyper malin, quoi, parce qu'il joue sur sa popularité et en même temps, il apporte un nouveau public, il élargit, quoi. Totalement, parce qu'en plus, Carmine Corp, c'est une équipe qui bénéficie d'une belle popularité, d'une grande communauté. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et du coup, de pouvoir éduquer aussi cette communauté à regarder, on a cette équipe, on en est fiers. Je trouve que c'était à la fois un devoir, mais il n'était pas obligé finalement. Et il le fait avec plaisir. Et je trouve que c'est hyper bien de le faire. Tout a été à peu près dit, que ce soit les outils de modération, que ce soit la visibilité apportée par les éditeurs, les diffuseurs, mais aussi l'effort des clubs, de pas juste créer un roster féminin, mais aussi de leur permettre de scrim, de s'entraîner avec les rosters roster A, roster B, etc., de pouvoir vraiment aller jusqu'au bout du projet. Et puis aussi à ceux qui incarnent ces clubs, d'aller donner un peu de la voix, de laisser le micro ouvert à ces équipes-là. Je trouve que c'est hyper vertueux. Alors il y a aussi la question hyper importante ce qu'on appelle les rôle modèles, donc les ambassadrices, si on peut dire. C'est important pour les jeunes générations d'avoir des gens vers lesquels ils peuvent se tourner en se disant voilà, ça c'est un modèle qui m'inspire et je voudrais devenir comme la dame là, quand je serai plus grande. Je pense que vous en êtes toutes les trois des exemples. Vous en avez conscience d'ailleurs toutes les trois. Est-ce que je sais pas, il y a des petites filles ou des jeunes filles qui viennent vous voir en disant bah voilà, moi je t'ai regardé, je t'ai vu commenter les compétitions de League of Legends, ça m'a donné envie soit de devenir commentatrice, soit de devenir joueuse. Même chose pour toi Marie, même chose pour toi Yume. On commence avec toi alors. Forcément. Des messages, j'en reçois souvent, des personnes qui viennent me voir en convention ou en événement et ce genre de choses. Et c'est vrai que... Alors, avoir l'impression d'être un rôle modèle, non, pas forcément, mais avoir l'impression que mon travail a un impact et ce que je fais a un impact, moi, je le vois dans le fait qu'on est de plus en plus, en fait. Encore une fois, quand j'ai commencé en France, on n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, que ce soit
en tant que joueuse, en tant que commentatrice, en tant qu'intervieweuse, en tant que host, en tant qu'analyste, sur tous les plans en fait que la profession que je fais peut ouvrir, je vois qu'on est de plus en plus et oui, il y a des jeunes femmes qui viennent me remercier, au même titre qu'il y a des jeunes hommes qui viennent me remercier, mais de plus en plus de jeunes filles qui viennent me voir en me disant « j'ai commencé des études de journaliste, je veux être journaliste e-sport, être host, ça m'intéresse. C'est en te voyant faire des interviews que j'ai commencé à faire des interviews et j'espère faire ce genre de choses. » Donc, je suis contente de pouvoir avoir un impact positif. Je suis surtout contente, en fait, de voir de plus en plus de personnes. Parce qu'encore une fois, à l'époque où moi j'ai commencé, j'avais 2 ou 3 figures, justement, que je pouvais regarder. On était très peu. Et je pense que c'est difficile de s'identifier. Alors qu'aujourd'hui, on commence dans l'e-sport. Je pense qu'une jeune femme qui regarde dans l'e-sport a tellement de personnes merveilleuses à regarder, sur qui prendre exemple, et surtout pour lui montrer que c'est possible et que c'est pas réservé à une poignée de personnes. Moi, c'est là que je le vois. C'était plus l'exception, en fait, une sorte d'exception qui confirme la règle dans l'écosystème. Maintenant, c'est devenu quelque chose de normal. Voilà. Marie, tu as cette conscience-là aussi ? Alors, comme Laure, de manière tout à fait humble, pas forcément d'être un rôle modèle, mais plutôt de participer à travailler un édifice qui grandit de plus en plus, en posant ma petite pierre. Il y a cet effet un peu Miss Météo, c'est-à-dire qu'avant, la seule femme de l'écosystème, elle présentait un petit truc, et là aujourd'hui, on les voit autour de la table à tous les niveaux, que ce soit analyse, interview, présentation, et je trouve ça fabuleux. Et moi-même, j'ai un rôle modèle que je citerai, c'est Loupiote, que je salue, que j'adore, parce qu'elle est à la fois joueuse pro, elle est intervieweuse, elle est analyste, elle est présentatrice, elle parle je ne sais combien de langues, elle est juste hyper inspirante, plus jeune que moi, mais quand je la regarde, la petite fille en moi se dit waouh, si j'avais eu ça en face de moi sur un écran quand j'étais plus petite, mais j'aurais gagné tellement d'années en fait. Donc je me dis, avoir autant de femmes inspirantes aujourd'hui qui peuvent justement donner cette sensation-là à des petites filles, ça fait plaisir. Youmé ? Moi, ça m'est arrivé aussi, comme Laure, que plusieurs fois on vient de me voir pour me dire grâce à toi, je me suis lancée dans ci, dans ça, mais mon rôle modèle est présent à cette table. Donc c'est vers Laure que je me suis tournée dans les débuts, quand j'ai commencé à faire quelques interviews, qui m'a aidée, qui m'a épaulée, qui m'a guidée quand j'avais des questions. Et en fait, tout ça, le fait que d'autres derrière aussi viennent vers moi, c'est pas forcément facile parce qu'on n'est pas très nombreuses, même si on est de plus en plus. Et personnellement, moi, ça me donne la force souvent de me dire ça vaut le coup de peut-être des fois prendre ce que je prends dans la tête, mais si ça permet de paver un peu la route pour la génération, ça fait du bien. Bertrand, qui lui aussi est un rôle modèle, évidemment. On parle beaucoup des femmes qu'on voit. Alors c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Il y a aussi commentatrices, plein d'autres métiers, etc. voilà. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu la chance de travailler sur nos productions avec toutes les femmes ici présentes. Et donc, on a ce rôle aussi, nous, en tant qu'organisateurs, de mettre en avant les talents que l'on voit, mais il y a aussi tous les talents qu'on ne voit pas. Ouais. C'est-à-dire que travailler dans l'e-sport, c'est pas simplement être joueuse, commentatrice ou intervieweuse. Il y a énormément de femmes en coulisses. Il y en a de plus en plus. Pour prendre notre exemple chez Webedia, la femme qui est notre directrice de production, c'est-à-dire qui organise les LFL Day, qui sont quand même des énormes événements, et bien d'autres, c'est Louise Rebillard, voilà, et c'est elle qui dirige toute la production, c'est-à-dire le montage de la scène, etc. Elle travaille dans l'e-sport, c'est certainement la directrice de production la plus capée, en tout cas une des plus capées en Europe aujourd'hui. Et voilà, et c'est un talent de l'e-sport qu'on voit pas. Ouais. Et la personne, on a 2 Julie chez nous qui gèrent les compétitions, qui organisent les compétitions, l'une sur League of Legends, l'autre sur Valorant. Ce sont elles qui sont les patronnes des compétitions, qui les organisent, etc. Donc il y a beaucoup de femmes dans l'e-sport, bien plus que celles qu'on voit à l'image. D'où l'importance d'avoir des rôles modèles aussi, parce que les rôles modèles, c'est pas seulement je veux devenir joueuse, c'est il y a un moment, je vais peut-être pas être, enfin tout le monde peut pas devenir joueuse professionnelle ou casteuse ou animatrice ou commentatrice, mais il y a plein de métiers en fait. C'est voilà. Encore une fois l'écosystème e-sport, on le répète ici toute la journée, mais c'est un écosystème entrepreneurial hyper vaste avec plein de métiers à explorer, donc c'est vrai que c'est un point qui est effectivement très intéressant. Et puis on ne se bat plus en plus entre nous, on ne se sent pas naturellement mise en compétition puisque la place est faite. Avant il y avait une femme, peut-être 2. Aujourd'hui, il y a plein de femmes. Ouais. Et même entre nous, en tant que femmes, ça fait du bien de se dire que oui, on peut toutes avoir notre place justement dans cet écosystème-là. C'est clair. Il reste quelques minutes pour conclure et on prendra vos questions aussi si vous en avez. N'hésitez pas à les poser. Je voulais vous demander, mais je pense que j'ai la réponse en fait, parce que vous avez tous été hyper
positif dans vos réponses. Je voulais vous demander si vous étiez plutôt optimiste ou pessimiste sur ce qui allait se passer dans les 5-10 ans qui viennent. On est d'accord que tout le monde est optimiste en fait autour de la table. Il n'y a pas vraiment de sujet. Bon, d'accord, très bien. Il n'y a pas de débat, désolé. Du coup, ça me tue ma conclusion. C'est pas grave. Non, si pour dernière petite question, je reprends la question d'origine pour avoir une réponse rapide. C'était par où commencer pour faire émerger les championnes de demain. La première étape, voilà, le premier truc, le truc qu'on peut actionner là demain, ce serait quoi selon vous? On commence avec Yume. Pour moi, c'est structurer les ligues de façon très claire, nette et concise, tout simplement. Ok. Bertrand? Accélérer, c'est-à-dire que je pense que tout ce qui doit être fait est fait, mais il ne faut certainement pas ralentir, il faut accélérer. Accélérer, très bien. L'exemplarité. Soyez les parents que vous aurez, que ceux que vous auriez aimé avoir. Encouragez les plus jeunes, encouragez à croire en ses rêves, à aller plus loin et de se dire oui, bah, tu es une fille, tu peux y arriver. Ça commence aussi par l'éducation et je crois que l'exemplarité, c'est absolument nécessaire. Exemplarité et Laure. Un mélange de tout ce qui a été dit, hein. Vraiment pour moi, continuer des efforts qui ont déjà été mis en place parce que oui, des initiatives on en voit, il y en a beaucoup qui s'arrêtent. Je sais que l'industrie au final est... Je vais pas dire que l'industrie souffre, mais forcément il y a des projets qui sont priorisés par rapport à d'autres. Moi, je veux juste, comme Bertrand le disait, voir une continuité, voir des efforts qui continuent. C'est pas un projet sur 2 ans, c'est un soutien qui peut être difficile pour les équipes, qui peut être difficile économiquement et en termes de business pour les organisateurs, pour les éditeurs, mais il faut continuer. Il faut intensifier ces efforts-là, il faut que les équipes perdurent et il faut que ces compétitions féminines qui sont aujourd'hui féminines restent une étape nécessaire pour qu'on arrive à la mixité. Très clair, parfait. Bah, merci beaucoup à tous les 4. On peut les applaudir, hein, nos intervenants. Merci Anthony. Merci beaucoup. J'avais une question dans le public, question de Romain. Bonjour à toutes et tous. Suite à vos retours, pensez-vous qu'il est plus simple pour une femme de percer sur un jeu individuel que par équipe? Qui veut répondre à ça? Il y a les MLBB, là je pensais à Mobile Legends, il y a des équipes féminines qui sont tellement fortes qu'elles fracassent des équipes masculines, donc je crois qu'il y a une notion de ce qu'on a déjà abordé, la jeunesse d'un jeu, qui invite du coup plus de joueuses à se professionnaliser plus vite, et en fait je crois que pour cliquer sur un téléphone ou sur une souris, il n'y a pas forcément besoin d'être genré de telle ou telle façon, donc on arrive sur des jeux collectifs où des rosters féminins sont extrêmement compétitif. Bertrand? Je pense que oui. Je pense que c'est plus facile en solo qu'en équipe parce que il n'y a pas le problème qu'on évoquait de l'intégration. Ouais, t'as pas la pression de l'équipe. Voilà, donc on le voit notamment sur la scène du versus fighting. On peut penser à Kayane, voilà, qui s'est toujours débrouillé toute seule parce que c'est des jeux solo. Et on le voit là, on organise Evo en fin d'année à Nice. J'ai fait un point là, sur les inscriptions qui sont sur lesquels on va bientôt communiquer parce qu'on est en train de battre des scores. Et il y a beaucoup de femmes, oui. Donc, une femme qui veut y arriver en solo, sur des jeux solo, je pense que oui, c'est plus facile. Elle n'a pas les barrières qui pèsent sur l'intégration dans un roster mixte, quoi. Très bien. Tu voulais ajouter quelque chose? Ah non, je suis totalement alignée avec ce qu'il dit. Non. Pas forcément. Alors on est bon. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là, c'était la seule question. Merci beaucoup. Merci encore, on peut applaudir. Merci à toi. Aux 4 intervenants, Yume, Bertrand, Marie et Laure.